À ma fête de fiançailles, mon père s'est levé et a porté un toast à ma fille, qui a enfin trouvé un homme assez désespéré. Mon fiancé a commencé à se lever, mais je lui ai tenu le bras. Je me suis avancé calmement vers le devant, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai montré un document. L'associé de mon père a laissé tomber son verre. Une vérité brutale. Ma fête de fiançailles. Mon père s'est levé et a porté un toast à ma fille, qui a enfin trouvé un homme assez désespéré. Mon fiancé a commencé à se lever, mais je lui ai tenu le bras. Je me suis avancé calmement vers le devant, j'ai ouvert mon ordinateur, et j'ai montré un document. L'associé de mon père a laissé tomber son verre. 60 invités ont eu le souffle coupé. Je m'appelle Daniel Upton, j'ai 29 ans, et je suis comptable judiciaire. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner. Mais seulement si cette histoire vous parle vraiment. Indiquez votre ville et l'heure locale, dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous ramener en octobre dernier. La nuit où mon père m'a traité de « cas social » pour la toute dernière fois. Mon père, Richard Upton, a bâti son entreprise de construction à partir de rien. Littéralement, rien. Une camionnette, un prêt sur simple poignée de main, et des journées de 17 heures. Au moment de ma naissance, l'entreprise Upton & Marsh Construction comptait déjà 12 employés. Une flotte de camions, et une réputation dans notre ville, qui obligeait les gens à se tenir un peu plus droit, dès que mon père entrait dans une pièce. J'ai grandi en regardant les gens l'admirer, il était l'hôte des barbecues du quartier. Le président des collectes de fonds de l'église. Le gars qui offrait une tournée générale au bar du country club. Et qui ne vous laissait jamais l'oublier. À la maison, pourtant, les choses suivaient des règles différentes. Mon père ne frappait pas. Il n'en avait pas besoin. Il avait une voix qui pouvait vous faire sentir minuscule. Sans jamais dépasser le volume d'une conversation normale. J'avais 9 ans, la première fois que je m'en suis souvenu clairement. C'était en CM1. J'avais rapporté un bulletin scolaire, avec des notes parfaites, et un mot de la maîtresse. Disant que j'étais un pur bonheur en classe. Je l'ai posé sur le comptoir de la cuisine. Comme si je présentais une preuve pour ma propre défense. Il l'a à peine regardé. Les bonnes notes ne signifient pas que tu es intelligente. Daniel. Les professeurs les distribuent, quand ils ont pitié d'un enfant. Ma mère, Linda, était assise juste là. Elle a bu une gorgée de son café, et n'a rien dit. C'était le système. Il coupait, elle regardait. Et moi, je saignais en silence. Mais voici ce qui rendait les choses si confuses. Et c'est la partie que les gens ne comprennent pas, quand on grandit ainsi. Mon père n'était pas cruel tous les jours. Quand j'avais 12 ans, il m'a appris à faire du vélo dans l'allée. Et quand j'ai enfin réussi à atteindre le bout de la rue sans tomber, il a dit, « C'est ma fille ». Je me suis accroché à ces 3 mots pendant des années. Je me les rejouais, quand les choses devenaient difficiles. Ce n'est que bien plus tard, que j'ai réalisé qu'il avait dit cela devant les marches. Qui était venu dîner? Je réussissais quelque chose, et lui, il s'en attribuait le mérite. C'est la seule version de la fierté que mon père ait jamais connue, celle qui nécessite un public. Le schéma n'a pas changé en grandissant, il est juste devenu plus sophistiqué. La remise des diplômes à l'université. J'ai terminé avec mention très bien, avec une spécialisation en comptabilité et justice pénale. J'avais cumulé 2 emplois, pour maintenir ma moyenne à ce niveau. Mes mains tremblaient, quand j'ai traversé cette scène. Mes parents étaient venus. Mon père portait son plus beau costume, et lors du dîner qui a suivi. Dans un restaurant de grillade que je ne pouvais pas me payer, et qu'il avait lui-même choisi. Il a passé 45 minutes. À raconter à mes amis d'université le dernier contrat municipal de son entreprise. 45 minutes. Mes amis ne cessaient de me regarder. Moi, je continuais de sourire. Quand l'addition est arrivée, il a dit, assez fort pour que toute la table l'entende, eh bien. Daniel, espérons que ce diplôme vaut plus, que le papier sur lequel il est imprimé. Tout le monde a ri, parce que c'est ce qu'on fait,
quand Richard Upton fait une blague. On rit. 1 an plus tard, j'ai décroché mon premier vrai poste, dans un cabinet de comptabilité judiciaire. Un bon cabinet, une embauche très compétitive. J'ai appelé mes parents pour partager la nouvelle. Ma mère a dit « Félicitations ». Mon père a pris la ligne, et a dit « Espérons que tu ne les feras pas faire faillite ». J'ai ri. J'ai dit « Merci, papa ». J'ai raccroché. Je suis resté assise dans ma voiture, sur le parking, pendant 20 minutes. Vous savez quelle est la pire partie? Je pensais que c'était normal. Quand la cruauté est l'eau dans laquelle vous nagez, vous ne savez pas que vous vous noyez. Vous pensez que c'est juste, ainsi, que le courant avance. Ce n'est qu'avec Nathan, que quelqu'un a enfin brandi un miroir. Il me l'a dit, lors de notre 3e rendez-vous. Après que j'ai raconté une histoire drôle sur mon père faisant un discours au mariage de mon cousin. Où il plaisantait en disant que j'étais, la suivante, si quelqu'un voulait bien d'elle. Nathan n'a pas ri. Il a posé sa fourchette, et m'a regardé. Daniel, ce n'est pas normal. Tu le sais, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu, mais quelque chose s'est brisé, cette nuit-là. Quelque chose de petit, quelque chose qui finirait, par tout changer. J'ai rencontré Nathan Cole lors d'une conférence commune. Pour les avocats et les comptables judiciaires à Baltimore. Il faisait une présentation sur les litiges liés à la fraude financière. Je prenais des notes, 3 rangées derrière lui. Il n'était pas tape à accent grave l'œil. Il n'imposait pas sa présence dans une pièce comme mon père le faisait. Nathan était le genre d'homme qui écoutait plus qu'il ne parlait. Et quand il parlait, chaque mot atterrissait exactement là où il le fallait. Stable, ancré, l'opposé de tout ce avec quoi j'avais grandi. Nous sommes sortis ensemble pendant 14 mois, avant que je ne l'emmène à la maison. Pour rencontrer mes parents. J'aurais dû savoir comment cela se passerait. Mon père a ouvert la porte, a serré la main de Nathan, et en moins de 3 minutes. Il avait transformé le salon en salle d'interrogatoire. Où Nathan avait-il étudié? Quelle était sa fourchette de salaire? Venait-il d'une famille riche? Nathan a répondu à tout avec calme. Pas de défensive, pas de posture, juste des réponses honnêtes et directes. Puis mon père s'est penché en arrière dans son fauteuil, et a dit, « J'espère que tu es patient. Fiston. Ma fille est du genre à avoir besoin d'être dirigée. » Le silence s'est installé dans la pièce. Ma mère regardait ses mains. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, je ne sais même pas quoi, mais Nathan m'a devancé. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur, Daniel est la personne la plus capable que j'ai jamais rencontrée. Pas d'agressivité, juste un fait, énoncé comme s'il lisait une page. Mon père n'a pas répondu. Il a juste fixé Nathan pendant 3 longues secondes. Puis a changé de sujet pour parler de football. Mais je l'ai vu, le micro-mouvement de sa mâchoire, la lueur derrière ses yeux. Nathan n'avait pas peur de lui. Et cela, je le réalise maintenant, c'était le début de la fin. Car tout le système de mon père dépendait du fait que tout le monde dans la pièce ait un tout petit peu peur. Et Nathan, tout simplement, n'avait pas peur. L'homme que j'aimais, venait de devenir le tout nouveau problème de mon père. Nathan m'a demandé en mariage, un dimanche matin. Pas de bague dans une coupe de champagne, pas de message dans le ciel. Il m'a préparé un café, s'est assis en face de moi, à notre table de cuisine, et a dit « Je veux que le reste de ma vie ressemble exactement à ceci. Veux-tu m'épouser ?» J'ai dit oui, avant même qu'il ne finisse sa phrase. Nous voulions quelque chose de petit pour la fête de fiançailles, 15, peut-être 20 personnes. Nos amis, un jardin, un peu de vin. Simple. Mon père avait d'autres projets. Il a appelé 2 jours après la demande. Je m'occupe de la fête, Daniel. J'ai déjà réservé le Whitfield. Le Whitfield, un lieu qu'il utilisait pour ses événements d'entreprise. Service de voiturier, sol en marbre, écran de projection, et son surround pour les présentations. Papa, nous n'avons pas besoin de tout ça. Nathan et moi pensions à quelque chose de décontracté. Décontracté? Il a ri.
Les fiançailles de ma fille. Et tu veux des hot dogs dans le jardin? C'est moi qui paie. Laisse-moi faire ça. J'ai regardé Nathan. Il a secoué la tête lentement. Puis ma mère a appelé. Sa voix avait cette douceur exercée qu'elle utilisait, quand elle voulait que je cède. Laisse-le faire, Daniel. C'est ton père. Il essaie de faire quelque chose de gentil. Alors, j'ai cédé, comme j'avais toujours cédé, de la manière qu'elle m'avait apprise. En une semaine, la liste des invités est montée à 60 personnes. Je faisais défiler les noms sur mon téléphone, ses amis du country club, ses contacts d'affaires. Ses partenaires de golf, des gens dont je reconnaissais les noms. Sur la liste des cartes de vœux de son entreprise. Mes amis à moi, 8 au total. Ce n'était pas ma fête de fiançailles, c'était sa scène. Et je lui avais tendu le micro, sans me battre. Je ne savais pas encore qu'il écrivait son toast depuis une semaine. Et que ce qu'il avait écrit n'était pas une bénédiction, mais une arme. La nuit précédant la fête, Nathan et moi étions allongés dans le lit, lumières éteintes. Fixant tous les deux le plafond. C'est ta fête, a-t-il dit doucement. Pas la sienne. Tu peux encore changer le plan. Si je me bats contre lui maintenant. Il fera des 6 prochains mois un cauchemar. Tu ne le connais pas quand il est en colère? Nathan. Passons juste la soirée. Nathan est resté silencieux un long moment. Puis il s'est tourné vers moi. D'accord, mais j'ai besoin que tu entendes une chose. Je n'épouse pas ton père. Je t'épouse. Toi. Et à un moment donné, tu vas devoir décider, où se situe la limite. Il m'a embrassé sur le front, et a éteint la lampe. Je suis resté là, dans le noir, à réfléchir. Il y a une histoire que ma mère m'a racontée une fois, quand j'avais 16 ans. Juste nous deux, en train de ranger après Thanksgiving. Elle disait qu'au début de son mariage, peut-être la 2e ou 3e année. Elle s'était opposée à mon père à propos de quelque chose. Elle n'a pas dit quoi. Il avait répondu en annulant sa carte de crédit. Pas temporairement, mais de façon permanente. Elle a dû lui demander de l'argent pour les courses pendant les 8 mois suivants. Jusqu'à ce qu'il décide, qu'elle avait compris la leçon. Elle m'avait raconté cela en essuyant une assiette, en souriant. Comme s'il s'agissait d'une anecdote amusante sur la météo. Elle ne s'est plus jamais opposée à lui. Pas une fois, en 30 ans. Cette nuit-là, allongé à côté de Nathan, j'ai enfin compris ce que cette histoire était réellement. Ce n'était pas un souvenir, c'était un avertissement. Ma mère me montrait le prix du silence, et le coût de la parole. J'ai regardé le plafond et j'ai pensé, si je ne trace pas la limite maintenant, je deviendrai comme elle. Sourire malgré la douleur, essuyer des assiettes. Et raconter un jour la même histoire à ma propre fille. Comme si c'était juste quelque chose de banal. Je n'ai pas pu dormir après ça. Le lendemain soir, le vendredi, la veille de la fête, je suis passé chez mes parents pour déposer le plan de table. Mon père était dans son bureau, porte ouverte, lunettes de lecture sur le nez. Écrivant quelque chose sur un bloc-notes jaune. Papa, qu'est-ce que tu écris? Il n'a pas levé les yeux. Mon toast, ne t'en occupe pas. Est-ce que je peux le lire? Il a levé les yeux et a souri. Le genre de sourire qui ne dépasse jamais la bouche. Tu l'entendras demain, en même temps que tout le monde. Un sentiment de froid a traversé ma poitrine. Papa, c'est ma fête de fiançailles. Je pense que j'ai le droit de. Daniel. Sa voix est descendue d'un ton. Le ton de l'avertissement, celui qui signifie « arrête de parler ». Fais-moi confiance, ma chérie. Tout le monde se souviendra de ce toast. Ma mère est apparue dans l'encadrement de la porte, une tasse de thé à la main. Elle a analysé l'ambiance en une demi-seconde, elle était toujours douée pour ça. Et a détourné la conversation. Ton père fait toujours de magnifiques discours. Chérie. Tu te souviens du départ à la retraite de l'oncle Joe? Je m'en souvenais. Le dîner de départ à la retraite de l'oncle Joe, il y a 4 ans. Mon père s'était levé devant 40 personnes, et avait plaisanté en disant que Joe prenait sa retraite.
Parce que plus personne n'avait besoin de lui, pas même sa femme. Joe avait ri. Tout le monde avait ri. La femme de Joe, non. C'était le don de mon père, il pouvait vous étriper en public. En faisant passer cela pour de l'affection. J'ai quitté le bureau sans un mot de plus. J'ai récupéré mon sac d'ordinateur dans la voiture. J'avais une date limite pour l'audit d'un client le lundi matin. Et je devais finaliser les dossiers pendant le week-end. Le sac est allé dans le coffre. Apporte l'ordinateur à la fête, m'avait dit Nathan plus tôt. Tu pourras travailler pendant l'installation. Envoie le fichier avant le dîner. Une suggestion pratique, rien de plus. Cet ordinateur finirait par être l'objet le plus important que j'apporterais à cette fête. Mais aucun de nous ne le savait encore. Samedi matin, le jour de la fête. Je buvais mon café, en révisant les attributions de place. Quand la coordinatrice de l'événement a envoyé par courriel la liste finale des invités. Richard avait fait des ajouts de dernière minute. J'ai ouvert la pièce jointe, 62 noms. J'ai commencé à compter, son quatuor de golf, les Henderson du Country Club. 2 couples de son club Rotary, les Warren, son courtier d'assurance et sa femme. Un entrepreneur qu'il connaissait depuis 6 mois. 6 mois, et l'homme était invité à mes fiançailles. Gérald et Patricia Marsh, table 1, au premier rang, juste à côté de la famille. Mes amis d'université, mes collègues. Je les ai trouvés. Table 8, près de la cuisine. J'ai appelé mon père. Papa, où sont mes proches? Émilie, Jazz, le groupe du travail. Ils sont à la table du fond. Il n'y avait plus de place devant, Daniel. J'ai dû prioriser. Prioriser qui? Tes copains de golf. Sa voix s'est faite tranchante. C'est une opportunité de réseautage, pas une soirée pyjama. Ne sois pas égoïste. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, non pas de colère, mais de ce vieux sentiment familier d'impuissance. D'être réorganisé par quelqu'un qui pense posséder chaque pièce dans laquelle il entre. Nathan regardait, depuis l'autre côté de la cuisine. Il n'avait pas dit un mot pendant l'appel, mais sa mâchoire était contractée. Il a invité Gérald à s'asseoir à la table 1, ai-je dit. Au premier rang, juste à côté de nous. Nathan s'est appuyé contre le comptoir. Tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Je l'ai regardé. Il est en pleine représentation, a dit Nathan. Pour Gérald, pour eux tous. Le père aimant, la famille heureuse. Il nous expose. Comme une vitrine pour ses partenaires commerciaux. J'ai fixé la liste des invités sur mon écran. 62 noms, et je n'étais qu'un accessoire à ma propre fête. J'ai fermé l'ordinateur, je me suis habillé, et je me suis rendu sur place. Pour assister au spectacle de mon père. Je suis arrivé au Whitfield 1 heure à l'avance, pour aider à l'installation. Le lieu était exactement le genre d'endroit que mon père adorait, briques apparentes. Luminaire en laiton, grand bar en acajou, et un écran de projection au fond. Déjà installé pour le diaporama que mon père avait préparé, avec des photos de famille. Des photos qu'il avait choisies, des moments qu'il avait approuvés. J'ajustais les centres de table à la table 3, quand j'ai entendu sa voix. Elle venait du couloir, près du vestiaire. Mon père et Gérald Marsh, debout, très proches, un verre déjà à la main. J'étais au coin du mur, ils ne me voyaient pas. Je te le dis, Gérald, je suis si fier de ma petite fille. La voix de mon père, chaleureuse, coûteuse. La voix qu'il utilisait en public. Elle est tout ce que j'ai voulu qu'elle soit. Gérald a ri. Tu as fait un sacré boulot, Rich. Tous les pères ne restent pas aussi impliqués. La famille d'abord. Ça a toujours été ma devise. Je suis resté là, derrière le mur, le centre de table encore à la main. Le mot a résonné, fier. Mon père venait de dire qu'il était fier de moi. Il n'avait jamais, pas une seule fois, dit ce mot en face. Ni à ma remise de diplôme, ni quand j'ai réussi mon examen d'expert comptable. Ni quand j'ai obtenu ma certification en jury comptabilité. Pas une fois en 29 ans.
Mais ici, dans un couloir, devant l'homme à qui il volait de l'argent, c'est là que le mot vivait. C'était une monnaie dépensée là où elle pouvait lui rapporter quelque chose. J'ai posé le centre de table, et je suis parti discrètement. Je ne l'ai pas confronté. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement classé cela là où je classe tout ce que mon père me donne. Dans l'endroit où la douleur reste si longtemps, qu'elle finit par faire partie des meubles. Ce que je ne savais pas encore, c'était ceci, Gérald Marsh. L'homme qui se tenait là en traitant mon père de super papa. Était en train de perdre discrètement des centaines de milliers de dollars. À cause de l'homme qui allait porter un toast. Et j'en avais la preuve, sur mon ordinateur, dans le coffre de ma voiture. Laissez-moi revenir un peu en arrière. 3 mois avant la fête, je travaillais tard au cabinet. Plongé dans un audit judiciaire pour un client commercial. Un promoteur immobilier de taille moyenne, signalé pour des décaissements irréguliers. Un travail fastidieux, des feuilles de calcul, des virements bancaires. Et des sociétés écrans superposées comme des poupées russes. Je traçais une chaîne de paiement. Via une société à responsabilité limitée, LLC, enregistrée dans le Delaware. Comme c'est toujours le cas, quand quelque chose a coincé. La LLC n'avait pas de site web, pas d'employés enregistrés. Pas de dépôt public au-delà du strict minimum. Mais les virements qui y transitaient étaient substantiels et réguliers. J'ai continué à tirer le fil. La LLC était liée à une société de holding. La société de holding partageait un agent enregistré avec une autre entité. Et cette entité, enterrée sous 3 couches de paperasse à vous faire saigner les yeux, remontait à un nom que je connaissais, Upton & Marsh Construction, LLC. L'entreprise de mon père. J'ai fixé l'écran. Mon café était devenu froid. Le bureau était vide, tout le monde était parti depuis des heures. L'équipe de nettoyage passait l'aspirateur dans le couloir. Ma formation a pris le dessus, avant même que mes émotions ne puissent réagir. Les experts en détection de fraude ont une obligation. Si nous découvrons des preuves de fraude financière au cours de notre travail, nous ne pouvons pas détourner le regard. Ce n'est pas optionnel, c'est le métier. Mais il s'agissait de mon père. J'ai sauvegardé les fichiers, fermé l'ordinateur, je suis rentré. Et je suis resté assise dans ma voiture dans l'allée pendant 10 minutes, moteur éteint. Main sur le volant. Puis je suis entré, j'ai ouvert un nouveau dossier sur mon ordinateur personnel. Et je l'ai nommé « Projet Atlas ». Au cours des semaines suivantes, j'ai travaillé dessus après les heures de bureau, seul. Traçant chaque transaction, documentant chaque écart. Construisant le genre de rapport que je prépare pour mes clients. Sauf que cette fois, le sujet était l'homme qui m'avait élevé. Je n'ai rien dit à personne. Pas encore. Au bout de 2 semaines, je l'ai dit à Nathan. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je ne pouvais plus porter cela seul. Je me réveillais à 3 heures du matin, fixant le plafond, faisant défiler les chiffres dans ma tête. Remettant en question chaque entrée de ce dossier. L'auditrice en moi savait ce que les données montraient. La fille en moi continuait de chercher une autre explication. Il n'y en avait pas. J'ai fait asseoir Nathan à la table de la cuisine, un mardi soir, et je lui ai montré le résumé. Il l'a lu lentement, comme les avocats lisent tout, une fois pour le contenu, une fois pour les implications. Quand il a fini, il a levé les yeux. Combien? Difficile à dire sans un accès complet, mais d'après ce que je peux tracer. C'est significatif. Cela dure depuis plus d'1 décennie. Il a posé les papiers. Qu'est-ce que tu veux faire de ça? Je ne sais pas. C'est mon père. Nathan a hoché la tête. Il n'a pas poussé, n'a pas fait de sermon, n'a pas dit ce que toute personne raisonnable aurait dit. À savoir, ton père est un voleur. Au lieu de cela, il s'est penché en avant et a dit la chose qui importait le plus. Il vole aussi un homme qui lui fait confiance. Gérald est son associé depuis 15 ans. J'ai regardé la table, le grain du bois, la trace de ma tasse de café. Quoi que tu décides, a dit Nathan. Je suis avec toi. Mais ne garde pas ça pour toi trop longtemps.
Gérald mérite de savoir. J'étais d'accord. Mon plan était clair, finir l'audit, compiler le rapport complet, passer la fête de fiançailles. Puis, lundi matin, j'enverrai le rapport directement à Gérald, en personne si possible. Propre, professionnel, sans drame, sans esclandre. Juste la vérité, livrée comme je la livre à n'importe quel client. Apporte l'ordinateur à la fête, a dit Nathan quelques jours plus tard. Tu as cette date limite de lundi de toute façon. C'était une suggestion pratique, raisonnable. Le genre de chose qui semblait tout à fait logique à ce moment-là. Mon père, bien sûr, avait ses propres projets pour cette soirée. Et ils allaient changer les miens du tout au tout. Samedi soir, 18h30. Le Whitfield ressemblait à une page de magazine. Des bougies sur chaque table, des arrangements d'orchidées blanches. Un quatuor à cordes dans un coin jouant quelque chose de doux et classique. Dont je ne saurais dire le nom. Mon père s'était surpassé. C'était ça, le truc avec Richard Upton, quand il faisait une représentation. Il la faisait sans défaut. Nathan et moi sommes arrivés ensemble. Je portais une robe en soie crème, achetée spécialement pour ce soir. Nathan était dans un costume bleu marine, sa main stable dans le bas de mon dos. Alors que nous franchissions les doubles portes. Mon père nous a accueillis dans le foyer. Il parcourait déjà la salle, une coupe de champagne à la main, la poignée de main prête. La voilà. Il a ouvert les bras. Voilà ma magnifique fille. Il m'a serré dans ses bras, tenant la pose pendant 3 bonnes secondes. Son eau de Cologne était forte et chère. Mon corps s'est figé. Mon père ne m'avait jamais traité de magnifique. Pas au bal de promo, pas à la remise des diplômes, pas en 29 ans de vie sous son toit. Mais ici, devant les invités qui arrivaient. Devant Gérald et Patricia Marsh qui confiaient leur manteau à l'hôtesse. J'étais soudain sa magnifique fille. Je lui ai rendu son étreinte, parce que faire d'autre? Gérald m'a serré la main chaleureusement. Félicitations, Daniel. Ton père n'a pas arrêté de parler de cette fête depuis des semaines. Merci, monsieur Marsh. Je suis heureuse que vous soyez là. Et je le pensais, mais pas de la manière qu'il imaginait. Nathan m'a serré la main sous la table, une fois que nous nous sommes assis. Je me suis penché vers lui et j'ai chuchoté, il joue la comédie. Nathan a murmuré en retour, je sais. Respire, tout simplement. J'ai regardé autour de moi. 60 visages, les bougies vacillantes, le vin qui coulait. Mon père passait de table en table comme un candidat en campagne, serrant des mains. Tapotant des épaules, riant de son grand rire. C'était sa soirée, pas la mienne. Pas encore. Le dîner a été servi à 19h15. Mon père avait organisé le placement, de sorte qu'il soit en bout de table, à la table 1. Avec Gérald et Patricia à sa droite, ma mère à sa gauche, et Nathan et moi en face d'eux. Comme devant un tribunal. La nourriture était excellente, le vin était cher, et mon père était au sommet de sa forme. Quelque part entre la salade et le plat principal, il a commencé à raconter des histoires. Pas sur Nathan et moi, mais sur moi, les plus grands succès, des échecs de Daniel. Emballés sous forme de comédie. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où Daniel a raté son permis de conduire? 3 fois. Il a levé 3 doigts. Des rires ont parcouru la table. Et la cuisine. Oh mon Dieu. La cuisine. Elle a failli brûler la maison en faisant des œufs brouillés. Des œufs brouillés. Encore des rires. Puis il s'est penché, d'un air conspirateur, comme s'il partageait un secret. Et son premier petit ami. Comment s'appelait-il? Daniel? Kevin? Kyle? Il a tenu environ 4 mois. Avant de s'enfuir à toutes jambes. La table a ri. Ma mère a ri. Même les gens qui ne me connaissaient pas ont ri, car mon père avait ce don. Le don de faire passer la cruauté pour de la chaleur humaine. J'ai souri. Le sourire automatique, celui que je pratiquais depuis l'âge de 9 ans. Nathan ne souriait pas. Sa main a trouvé la mienne sous la table, et l'a serrée.
De l'autre côté, Patricia Marsh a légèrement penché la tête. Elle s'est penchée vers ma mère et a dit doucement, mais pas assez pour que je ne l'entende pas. Richard est un peu dur avec elle ce soir, n'est-ce pas? La réponse de ma mère est venue instantanément, par réflexe, comme une réponse apprise. Oh, c'est juste sa façon de montrer son amour. Patricia m'a regardé. Nos yeux se sont croisés pendant une demi-seconde. Elle n'a rien dit d'autre, mais j'ai pu le voir, la reconnaissance. L'alarme silencieuse d'une femme qui sait exactement ce qu'elle est en train de voir. Elle m'a dit plus tard. J'ai su à cet instant précis. Je ne savais juste pas à quel point ça allait devenir grave. 20h15, les assiettes de dessert ont été débarrassées. Le quatuor s'est arrêté. Mon père s'est levé. Il a boutonné sa veste, a pris une cuillère, et a tapoté son verre de champagne 3 fois. La salle s'est tue de cette manière habituelle. La façon dont les gens se taisent pour un homme qu'ils ont appris à écouter. Je voudrais porter un toast à ma fille, Danielle. Je me suis redressé sur ma chaise. Mon cœur a fait quelque chose de stupide. Il a espéré. Même après tout, après 29 ans de preuve, une partie brisée en moi cherchait encore la lumière. Peut-être que cette fois. Pendant 29 ans, a-t-il dit, balayant la salle de son regard de showman. J'ai regardé cette fille lutter. Le mot est tombé comme une pierre dans l'eau. Avec l'école, avec le travail, avec chaque relation qui n'a pas tout à fait fonctionné. Mon visage est devenu brûlant. Je pouvais sentir 60 paires d'yeux se tourner vers moi. Je vais être honnête. Il y a eu des moments où je n'étais pas sûr que quelqu'un resterait assez longtemps. Pour finir par la comprendre. Quelques rires gênés, les verres tenus en l'air. Puis il a levé sa flûte de champagne, a fait son plus grand sourire. Et a lancé la phrase qu'il écrivait depuis une semaine, alors ce soir. Je veux porter un toast à Daniel, qui a enfin trouvé un homme assez désespéré. Il a ri. Un grand rire généreux, à la Richard Upton. Personne ne l'a rejoint. Le silence qui a suivi, était le son le plus fort que j'ai jamais entendu. 60 personnes figées, les fourchettes posées, les yeux grands ouverts. Une femme, à la table 4, a couvert sa bouche de sa main. Gérald Marsh fixait son assiette. La main de Patricia est allée vers le bras de son mari. Tout le corps de Nathan s'est tendu à côté de moi. J'ai senti son poids basculer. Sa chaise a commencé à bouger. J'ai posé ma main sur son bras, fermement, calmement. Ne fais rien, ai-je chuchoté. Je m'en occupe. Le silence persistait. Quelques personnes, aux tables du fond, ont levé leur verre par pure gêne. La mémoire musculaire prenant le pas sur le jugement. La plupart ne l'ont pas fait. Marc, le témoin de Nathan, a posé son verre sur la table délibérément. Comme s'il faisait une déclaration. Il a secoué la tête une fois. Helen Cole, la mère de Nathan, s'est tournée et a regardé directement ma mère. L'expression sur son visage n'était pas de la colère, c'était de l'incrédulité. De l'incrédulité pure et non diluée. Ma mère a détourné le regard. Mon père restait là, le verre toujours levé, analysant la salle. Il était assez intelligent pour sentir la température chuter. Mais Richard Upton n'avait jamais reculé devant personne dans sa vie, alors il a insisté. Oh, allez, a-t-il dit, avec un sourire encore plus large. C'est une blague. Daniel sait que je l'aime. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants de cette chaleur fabriquée. Pas vrai, ma chérie? 60 personnes m'ont regardé. J'ai regardé mon père. 5 secondes ont passé. 5 secondes, c'est long quand personne ne respire. Puis j'ai dit ces mots. Calme, Claire, assieds-toi, papa. Son sourire a vacillé, juste une fissure. Daniel, ne sois pas dramatique. J'ai répété, assieds-toi. Ma voix n'a pas monté. Je n'en avais pas besoin. La pièce était si silencieuse, qu'un murmure aurait porté jusqu'au mur du fond. Mon père m'a fixé. Pendant une seconde horrible, électrique, j'ai cru qu'il allait argumenter. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée.
Il a regardé autour de lui, cherchant un allié, un rire, n'importe qui, et n'a rien trouvé. Juste 60 visages qu'il observait comme des témoins. Il s'est assis. C'était la première fois de toute ma vie que mon père faisait ce que je lui disais de faire. J'ai repoussé ma chaise, je me suis levé, j'ai lissé le devant de ma robe, et j'ai marché, calme. D'un pas assuré, sans me presser, vers le devant de la salle. J'avais un ordinateur dans mon sac, et un dossier qui attendait ce moment précis. Sans qu'aucun de nous deux ne le sache. Le trajet de la table 1 vers le devant de la pièce faisait environ 10 mètres. J'ai eu l'impression qu'il en faisait 1000. Je sentais chaque regard me suivre, le froissement des serviettes. Quelqu'un qui s'éclaircissait la gorge, une chaise qui grinçait. Mon sac d'ordinateur était sous la table audiovisuelle, près de l'écran de projection. Je l'avais caché là pendant l'installation, prévoyant d'envoyer mon dossier de lundi pendant l'apéritif. Je n'en avais pas eu besoin alors, j'en avais besoin maintenant. J'ai ouvert la fermeture éclair, et j'ai allumé l'ordinateur. Mes mains étaient stables, mon cœur, non. La voix de mon père s'est élevée derrière moi, tranchante. « Daniel, qu'est-ce que tu fais ?» Je ne me suis pas retourné. J'ai branché le câble HDMI sur le port du projecteur. Le même projecteur que mon père avait installé pour son diaporama familial. Des photos de vacances qu'il avait choisies, des fêtes qu'il avait mises en scène. Un condensé d'une famille qui n'existait pas. L'écran s'est allumé. J'ai ouvert le dossier, Projet Atlas. Puis je me suis tourné pour faire face à la salle. 60 personnes. Ma mère serrant sa serviette. Nathan debout désormais, à 3 pas derrière moi. Gérald marche à la table 1, ses lunettes de lecture encore perchées sur son nez. Mon père vient de dire à 60 personnes que personne ne voudrait m'épouser de plein gré. Ai-je dit. Ma voix était égale et professionnelle. Le même ton que j'utilise pour présenter des résultats à un client. Je pense qu'il est juste que ces mêmes 60 personnes sachent qui est réellement mon père. J'ai cliqué sur le fichier. La première page a rempli l'écran, fond blanc, texte noir. Un en-tête qui disait résumé de l'audit judiciaire, transfert de fonds non autorisés. Upton Marsh Construction, LLC. La flûte de champagne de Gérald Marsh a commencé à pencher dans sa main. Je n'ai pas fait de discours. Je n'en avais pas besoin. Voici un rapport d'audit judiciaire que j'ai compilé au cours des 3 derniers mois. Ai-je déclaré. Il documente un schéma de transfert de fonds non autorisés. Provenant de l'entreprise que mon père possède en copropriété avec monsieur Gérald Marsh. J'ai fait défiler jusqu'à la page de résumé. 3 colonnes, date, montant, compte de destination. Une décennie de transactions étalées dans le format propre et clinique pour lequel j'avais été formé. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Mon père s'est levé brusquement. Sa chaise a raclé le sol en marbre, avec un bruit qui a fait tressaillir 2 personnes. C'est ridicule. Sa voix était forte maintenant. Forte d'une manière qu'elle n'était jamais en public. La voix contrôlée qui se brisait, pour montrer ce qui vivait en dessous. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je me suis tourné et je l'ai regardé directement. Pour la première fois en 29 ans, j'ai regardé mon père sans ciller. Papa, je suis experte en détection de fraude. C'est littéralement mon métier. La salle n'a pas eu de hoquet de surprise. C'était pire que ça. Elle a juste absorbé l'information. 60 personnes en train de traiter la nouvelle en même temps. Je pouvais voir l'onde se déplacer à travers les tables, les yeux écarquillés. Les mains cherchant les téléphones, les couples se penchant l'un vers l'autre pour chuchoter. Puis le bruit, du verre sur le marbre, net. La flûte de champagne de Gérald Marsh a glissé de ses doigts, et s'est fracassée au sol. Le son a percé le silence comme un coup de feu. Patricia a saisi le bras de son mari. Gérald. Gérald ne l'a pas regardé. Il fixait l'écran. Son visage était devenu gris. Ce genre de gris qui apparaît, quand on regarde 15 ans de confiance se dissoudre en 15 secondes. Puis il a regardé mon père, et l'expression sur le visage de Gérald Marsh, je ne l'oublierai jamais. Ce n'était pas de la colère,
pas encore. C'était le regard d'un homme qui découvre que sa maison brûle depuis des années. Et que personne ne le lui a dit. Mon père a réagi vite. Il le faisait toujours quand les murs se refermaient sur lui. Il s'est avancé vers Gérald, les paumes ouvertes, dans une posture de pacificateur. Gérald, écoute-moi. Elle ment. Elle est en colère. J'ai fait une blague qu'elle n'a pas aimée. Et maintenant elle invente des choses pour m'humilier. Gérald a levé une main. Il n'est pas resté debout, il n'a pas crié, juste une main, paume vers l'avant. Comme pour arrêter le trafic. Ne dis rien. Un seul mot. Mais sa voix tremblait, et ce simple tremblement avait plus de poids que tout ce que mon père avait dit de toute la soirée. Gérald a mis la main dans la poche de sa veste, et a sorti son téléphone. Il a composé un numéro là, à la table 1, devant chaque personne présente. Sa voix était basse, mais assez claire pour que les tables voisines entendent. Ray. C'est Gérald. J'ai besoin de toi au bureau lundi matin. À la première heure. C'est à propos de l'association. Il a raccroché, a posé le téléphone sur la table, et n'a plus regardé mon père. Richard s'est tourné vers ma mère. Son sang-froid s'effondrait maintenant, visiblement, en temps réel. Comme de la glace sous un poids trop lourd. Linda, dis-leur. Dis-leur qu'elle a perdu la tête. Dis-leur. Ma mère est restée parfaitement immobile. Ses mains étaient jointes sur la table. Ses yeux étaient fixés sur son assiette. Elle n'a rien dit. Ce même silence qu'elle m'avait offert pendant 29 ans, elle le lui offrait enfin à lui. Et pour la première fois, son silence n'était pas une protection, c'était une permission. Les chaises ont commencé à grincer. Les invités, aux tables les plus éloignées, se sont levés discrètement pour récupérer leurs manteaux et leurs sacs. Pas de sortie dramatique. Juste le retrait lent et indéniable de personnes qui ne voulaient plus être dans cette pièce. Nathan s'est approché de moi. Il n'a pas dit un mot, il a juste placé sa main doucement entre mes omoplates. Puis une voix s'est élevée de la table 2. Helen Cole, la mère de Nathan, s'est levée. Elle est venue vers moi, a pris mes deux mains dans les siennes, et a dit, « Je suis fière de toi. Ma chérie. » 6 mots. Les 6 mots exacts que j'avais attendu d'entendre de la bouche de mon père toute ma vie. Ils venaient de la mère de quelqu'un d'autre, et d'une certaine manière. Cela leur donnait encore plus de valeur. Gérald s'est levé lentement. Il s'est stabilisé d'une main sur la table, non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il essayait de garder contenance. Il a marché vers mon père. Les deux hommes se tenaient face à face, devant 60, non, peut-être 50 personnes maintenant. Certains s'étant déjà éclipsés. 15 ans, riche. La voix de Gérald était calme, contrôlée. La voix d'un homme qui choisit ses mots, parce qu'il sait qu'une salle entière s'en souviendra. 15 ans que je t'ai fait confiance. Mon père s'est mis à parler vite. Gérald? Laisse-moi expliquer. Il y a un contexte. Les transferts étaient. C'est une restructuration. Mon comptable a conseillé. Ton comptable. Gérald a presque ri. Presque. Ta fille est comptable judiciaire. Richard. Et elle vient de me montrer ce que ton comptable cachait. Mon père a ouvert la bouche, rien n'est sorti. Gérald a ajusté sa veste, a redressé sa cravate, puis a dit calmement et précisément. Mon avocat te contactera lundi matin. Ne m'appelle pas. Ne viens pas au bureau. Ne me contacte pas. Il s'est tourné vers Patricia. Elle était déjà debout, son manteau sur le bras. Prêt? Ils étaient mariés depuis 35 ans, elle savait quand il était temps de partir. Mais Patricia s'est arrêtée. Elle est venue vers moi, m'a pris la main, et l'a serrée. Merci d'avoir dit la vérité, Daniel. Je sais ce que cela t'a coûté. J'ai hoché la tête. Ma gorge était trop serrée pour parler. Les marches sont sorties par les doubles portes. La salle les a regardés partir. Personne n'a essayé de les arrêter.
Personne n'a dit au revoir à Richard. Mon père restait seul au centre de la pièce. Le projecteur brillait encore derrière lui, projetant le résumé de l'audit sur son dos comme une ombre qu'il ne pourrait pas secouer. Une par une, les tables se sont vidées, les manteaux ont été récupérés. Et les voitures ont démarré sur le parking. Pas une seule personne ne s'est arrêtée pour lui serrer la main en sortant. À 21h, la salle était presque vide. Le quatuor avait remballé depuis 20 minutes. Le personnel de service se déplaçait silencieusement entre les tables, débarrassant les assiettes d'un dîner que personne n'avait fini. Ma mère était assise à la table 1, même place, même posture. Elle n'avait pas bougé depuis 45 minutes. Mon père se tenait près du bar, sans veste, cravate desserrée. Il tenait un verre de whisky qu'il n'avait pas bu. J'ai fermé mon ordinateur, débranché le câble HDMI, et glissé l'ordinateur dans mon sac. Mes mains tremblaient maintenant, pas pendant l'action, mais après. L'adrénaline partait, et ce qu'elle laissait derrière elle était plus lourd. Je me suis avancé au centre de la pièce. Mon père m'a regardé. Ses yeux étaient rouges, je ne sais pas si c'était de la rage ou quelque chose de plus profond. Peut-être les deux. Tu viens de détruire ton propre père, a-t-il dit. J'ai soutenu son regard. Non, papa. Tu t'es détruit tout seul. J'ai juste arrêté de te couvrir. Pour une blague? Tu as fait ça pour une blague? Ce n'est pas à propos du toast, et tu le sais très bien. Il s'est tourné vers ma mère. Sa dernière carte. Son dernier coup. Linda, tu vas la laisser me faire ça? Ma mère a levé les yeux de la table, et pour la première fois en 30 ans de mariage. Au cours d'une vie de silence pratiquée, elle a parlé. C'est toi qui as fait ça, Richard. Pas elle. 7 mots. Calme, presque doux, mais ils sont tombés comme une porte qui se ferme. Le visage de mon père a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, il s'est effondré. Pas en larmes, mon père ne pleurait pas, mais dans une sorte de vide. Le regard d'un homme qui n'a plus personne à blâmer. J'ai pris mon sac. Nathan était près de la porte, tenant mon manteau. Au revoir, papa, ai-je dit. Il n'a pas répondu. Je suis sorti du Whitfield, la main dans celle de Nathan. L'air de novembre était vif et pur. Je l'ai respiré, profondément, pleinement, comme si j'avais été sous l'eau pendant 29 ans. Et que je venais enfin de remonter à la surface. Mes mains tremblaient encore. Ce n'était pas une victoire, c'était un deuil portant un autre vêtement. Mais c'était fait. Lundi est arrivé rapidement. L'avocat de Gérald, Raymond Stein, était au bureau de Upton and March dès 8 heures du matin. Avec une ordonnance du tribunal pour un audit judiciaire complet des livres de l'entreprise. Mené par un cabinet tiers indépendant, pas moi. Mon rapport avait été le catalyseur, mais le processus devait être propre. Je comprenais cela. Je le voulais. Le mardi, la nouvelle avait déjà circulé, comme c'est toujours le cas dans les petites communautés. Par des appels téléphoniques qui commencent par « tu as entendu » et finissent par « j'ai toujours pensé que quelque chose clochait ». Richard Upton a été rayé de la liste des membres du Ridgewood Country Club. Pas suspendu. Rayé. 22 ans de cotisation, de gala de charité. Et de tournois de golf envolés en un seul vote du conseil d'administration. L'homme qui offrait des tournées à tout le bar, ne pouvait plus passer la réception. Le mercredi, 3 des contacts d'affaires. Qui était assis à ces tables soigneusement organisées le samedi soir? Avait discrètement rompu les liens. Pas de déclaration publique, juste des appels restés sans réponse et des déjeuners annulés. C'est l'effacement lent et délibéré qui se produit. Quand les gens décident que vous ne valez plus la peine d'être fréquenté. La nouvelle n'a pas fait les journaux, ce n'était pas nécessaire. Dans une communauté de cette taille, la fête elle-même était le gros titre. 60 témoins, cela fait 60 versions de l'histoire. Se propageant comme des ondes à la surface de l'eau. Mon père m'a appelé 11 fois cette semaine-là. Je n'ai pas décroché, pas une seule fois. Le 12e appel est allé sur la messagerie vocale. Je l'ai écouté une fois. Daniel,
tu dois arranger ça. Rappelle-moi maintenant. Toujours à donner des ordres, même maintenant. J'ai supprimé le message et j'ai posé mon téléphone sur le comptoir, écran face contre table. Nathan préparait le dîner. Il m'a regardé mais n'a pas demandé qui avait appelé. Il n'en avait pas besoin. L'homme qui contrôlait chaque pièce dans laquelle il entrait ne pouvait pas forcer sa propre fille à répondre au téléphone. Et pour la première fois de ma vie, ce silence m'appartenait. Il n'était pas quelque chose qu'il pouvait me prendre. L'audit indépendant a pris 6 semaines. Quand le rapport final est arrivé, il a confirmé tout ce qui figurait dans mon dossier. Et plus encore, 837 000 $. C'était le montant total siphonné via des LLC écrans sur une période de 10 ans. Des transferts mensuels assez petits pour éviter de déclencher des alertes automatiques. Mais assez importants pour financer un style de vie qui n'appartenait pas à Richard Upton. La maison au bord du lac, le bateau, et cette adhésion au country club qu'il n'avait plus. Gérald a déposé une plainte au civil en janvier, manquement à l'obligation fiduciaire, fraude. Détournement d'actifs de l'association. Son avocat a dit à Nathan, officieusement. D'avocat à avocat, qu'un renvoi au pénal devant le bureau du procureur était à l'étude. Mon père a engagé un avocat de la défense, un bon, mais les bons avocats coûtent cher. Et les actifs liquides de mon père étaient gelés en attendant l'issue du procès civil. Il a brûlé ses économies personnelles au cours des 2 premiers mois. En mars, l'entreprise Upton & Marsh Construction était suspendue, les opérations arrêtées. Les contrats annulés. Les 12 employés dont mon père se vantait tant, étaient au chômage. Ensuite, la maison du lac a été mise en vente. J'ai vu l'annonce en ligne, la même maison où mon père organisait des barbecues pour le 4 juillet. Où il tenait salon sur la terrasse arrière, une bière à la main. Racontant à qui voulait l'entendre comment il avait tout construit à partir de rien. Il s'est avéré qu'une grande partie de ce « tout » appartenait à Gérald. Nathan m'a montré l'annonce un soir. Je l'ai regardé pendant 10 secondes, puis j'ai fermé l'onglet. « Ça va ?» a-t-il demandé. « Je ne lui ai pas fait ça », ai-je dit. « Il s'est fait ça tout seul. » Nathan a hoché la tête. « Je sais. Mais ça ne fait pas du bien pour autant. Ce n'est pas censé faire du bien. » Il avait raison. La justice n'est pas censée ressembler à une célébration. Elle est censée ressembler au poids d'une porte qui finit enfin par se fermer. Lourd, final, et nécessaire. Mais le moment le plus lourd était encore à venir, et il est arrivé 2 semaines plus tard. Par un appel que je n'attendais pas. Ma mère a appelé un dimanche après-midi. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Peut-être l'instinct, peut-être l'espoir. Ou simplement le fait qu'elle ne m'avait jamais appelé un dimanche auparavant. Les dimanches étaient les jours de Richard, football et silence. Daniel. Sa voix était différente, plus petite, mais d'une certaine façon plus claire. Comme si elle avait enfin retiré un poids énorme de sa poitrine. Salut, maman. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. Puis, j'aurais dû dire quelque chose il y a 30 ans. Je suis désolé. J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre le comptoir de la cuisine. Les mots que j'avais attendus toute ma vie arrivaient enfin, enveloppés dans 30 ans de regrets. J'ai vu ce qu'il t'a fait, a-t-elle continué. À chaque fois. Et je me disais que c'était sa façon de s'intéresser à toi. C'est ce que je me racontais. Daniel. Parce que l'alternative. Admettre que je laissais ma fille se faire blesser par son propre père, c'était trop. Maman. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Sa voix s'est brisée. Ce que tu as fait à cette fête. Te tenir debout comme ça. Je n'ai jamais été aussi courageuse. Pas une seule fois dans ma vie. Et en te regardant. Quelque chose s'est brisé en moi. Je n'ai pas dit que c'était grave, parce que ça l'était. Pas encore. Peut-être pas avant longtemps. Ce que j'ai dit, c'est « je t'aime ». Maman. Mais l'amour ne suffit pas. Plus maintenant. J'ai besoin que tu me le prouves.
Elle est restée silencieuse. Puis, j'ai commencé à voir quelqu'un. Un thérapeute. Ma première séance était la semaine dernière. J'ai pressé ma main sur ma bouche. Mes yeux me brûlaient. C'est un bon début, maman. Nous avons parlé pendant 20 minutes de plus, prudemment. De la manière dont on marche sur une glace mince, conscient de chaque pas. Sachant qu'elle pourrait craquer, mais avançant malgré tout. 2 jours plus tard, j'ai reçu un SMS de mon père, le tout dernier. L'ultime communication que je recevrai jamais de Richard Upton. Tu as choisi un étranger plutôt que ton propre sang. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai compris. Et ce fut la confirmation finale dont j'avais besoin. Gérald Marsh, son associé depuis 15 ans, son ami, l'homme à qui il avait volé de l'argent. Mon père l'appelait encore, un étranger. Richard Upton ne savait pas ce qu'était la confiance. Il ne comprenait que le contrôle. Et quand le contrôle s'est évanoui, il n'avait plus rien. J'ai supprimé le message et je n'ai pas regardé en arrière. 6 mois après la fête, Nathan et moi avons organisé notre propre célébration. Pas au Whitfield, ni dans aucune salle de réception. Dans le jardin des parents de Nathan. 15 personnes, des guirlandes lumineuses achetées au magasin de bricolage. Des hamburgers sur le grill. Et une enceinte Bluetooth diffusant une liste de lectures que Nathan et moi avions créées ensemble. Un dimanche matin paresseux. Pas de projecteur, pas de diaporama, pas de plan de table. Mes amis, Émilie, Jasmine, l'équipe du boulot, étaient assis sur des chaises de jardin et buvaient de la bière en canette. La mère de Nathan, Hélène, avait apporté ses célèbres barres au citron. Marc apportait un toast qui faisait 3 phrases, et a fait rire tout le monde, d'un vrai rire. Celui qui vient du ventre, pas de l'obligation. Ma mère est venue. Elle est arrivée tôt, portant un plat qu'elle avait cuisiné elle-même. Chose qu'elle n'avait pas faite depuis des années parce que mon père commandait toujours un traiteur. Elle était plus silencieuse que d'habitude, prudente avec ses mots, mais elle était là, présente. Essayant de faire de son mieux. Mon père n'était pas invité. Au milieu de la soirée, la sonnette a retenti. Une livraison, des fleurs, un arrangement massif de pivoine blanche avec une carte. Je l'ai ouverte, à Daniel. La personne la plus honnête que j'ai jamais connue. Félicitations. Gérald et Patricia Marsh. Je suis resté sur le pas de la porte à tenir cette carte pendant un long moment. Nathan s'est approché derrière moi. Ça va? Oui, ai-je dit. C'est juste que j'ai passé 29 ans à essayer d'obtenir un seul mot de mon père. Et voilà que Gérald Marsh m'offre quelque chose que mon père n'a jamais pu me donner. Nathan a passé son bras autour de moi. Certaines personnes construisent. D'autres prennent. Tu ne peux pas changer ce que ton père a choisi d'être. J'ai pressé mon visage contre son épaule, et j'ai pleuré. Pour la première fois depuis la fête, de vraies larmes, sales et désordonnées. Pas parce que j'étais triste, exactement. Mais parce que quelque chose qui avait été verrouillé pendant 29 ans s'était enfin ouvert. Et tout ce qui était à l'intérieur avait besoin de sortir. 15 personnes qui voulaient vraiment être là. C'est tout ce dont j'avais besoin. Les gens me demandent si je le regrette. La réponse est complexe. Je le regrette chaque jour, mais pas pour la raison que vous pourriez imaginer. Je ne regrette pas la vérité. Je ne regrette pas de m'être tenu debout. Je regrette que mon père m'ait mise dans une position où j'ai dû choisir entre la loyauté et l'honnêteté. Ce choix n'aurait jamais dû m'appartenir. Laissez-moi être clair sur un point, je n'ai pas projeté ce document pour me venger. Je n'y suis pas allé avec un plan. Mon plan était pour le lundi matin, propre, professionnel, privé. Mais quand mon père s'est tenu devant chaque personne que j'aimais, et leur a dit que je ne valais rien. Quand il a transformé ma fête de fiançailles en une dernière représentation où il était la star et moi la chute de l'histoire, quelque chose a basculé. Pas de la colère, mais quelque chose de plus profond. La réalisation que si je m'asseyais et que j'avalais ça, j'avalerais tout, pour toujours. J'en avais assez d'avaler mes émotions.
La vérité est que j'avais été silencieux sur deux choses, la façon dont mon père me traitait. Et ce que mon père avait fait à Gérald. Et à cet instant, j'ai compris que le silence était le même. Le silence sur les abus, et le silence sur la fraude provenaient du même endroit, la peur. La peur de perdre un père qui, de toute façon, ne m'avait jamais vraiment appartenu. Le silence n'est pas de la loyauté. Le silence est de la complicité. J'ai appris cela lors d'un dîner, en regardant ma mère plier sa serviette et sourire. Si vous écoutez ceci et que quelque chose vous semble familier. Si vous savez ce que c'est que de s'asseoir à une table et de vous faire tout petit. Pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir grand, je ne vais pas vous dire quoi faire. Ce n'est pas ma place. Mais je vous dirai ceci. Fixer une limite avec votre famille ne signifie pas que vous ne les aimez pas. Cela signifie que vous vous aimez assez, pour dire « je n'accepte plus cela ». Et parfois, c'est la phrase la plus courageuse qu'une personne puisse prononcer. Voici où j'en suis maintenant. Nathan et moi nous marions le mois prochain. Une petite cérémonie, 30 invités. Chacun d'eux a été choisi par nous. Personne ne s'est porté volontaire pour prendre en charge l'organisation. Personne n'en avait besoin. Ma mère est toujours en thérapie. Nous nous parlons une fois par semaine, parfois deux. Ce sont des conversations prudentes. Comme apprendre à remarcher après avoir passé longtemps dans un fauteuil roulant. Elle n'est pas la mère dont j'avais besoin à 9 ans. Mais elle essaie d'être la mère dont j'ai besoin maintenant, et j'apprends à la laisser faire. Le procès civil de Gérald suit son cours devant les tribunaux. Je ne suis pas les détails. J'ai fait ma déposition le mois dernier, professionnelle, basée sur les faits, sans émotion. Juste les chiffres. Les chiffres suffisent. Richard a vendu la maison du lac. J'ai entendu dire par un cousin qu'il louait un appartement dans l'est de la ville, seul. Linda a emménagé chez sa sœur en février. Mon père ne m'a pas contacté depuis ce SMS. Je ne m'attends pas à ce qu'il le fasse. L'homme qui a passé 29 ans à contrôler chaque conversation est enfin tombé sur une qu'il n'a pas pu gérer. Je ne suis pas une héroïne. Je veux que vous le sachiez. Je ne suis pas une guerrière qui a planifié un démantèlement parfait. Je suis une femme qui a été poussée trop loin, le mauvais soir, et qui se trouvait avoir les preuves pour rendre les coups. C'est toute l'histoire. Certains jours, je me réveille et mon père me manque. Pas le vrai. Celui que j'ai inventé. La version qui m'a appris à faire du vélo et qui le pensait vraiment. La version qui disait, fier, et ne jouait pas la comédie. Ce père n'a jamais existé. Mais le chagrin, lui, est réel. Si vous regardez ceci et que vous savez ce que c'est que de porter le deuil de quelqu'un qui est encore en vie. Je vous vois. Et j'espère que vous savez que vous avez le droit de pleurer, et d'avancer en même temps. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste quelqu'un qui a enfin dit la vérité. Et la vérité, il s'avère, était suffisante. Si l'histoire de Daniel est restée avec vous, laissez un commentaire. Avez-vous déjà dû choisir entre la loyauté et la vérité? Ou écrivez simplement « Je me choisis ». Cela suffit. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous. Je partage des histoires comme celle-ci chaque semaine, de vraies personnes, de vrais moments. De vraies limites. Il y en a une autre qui vous attend dans la description. Je pense qu'elle vous touchera. On se voit là-bas.